culturel, bonjour. Colloque international Chikaya Utamsi, c'était donc du 20 au 22 novembre dernier dans l'amphithéâtre des humanités de l'université Marien Ngouabi, un colloque qui a réuni beaucoup d'universitaires, de critiques littéraires, tous ceux qui s'intéressent en tout cas à la littérature congolaise, à la littérature mondiale, à la littérature francophone, je voulais dire, autour donc, n'est-ce pas, pour réfléchir autour donc de Chikaya Utamsi, 20 ans après, présence et permanence. C'était donc le thème retenu pour réfléchir donc sur la mémoire de Chikaya Utamsi. Et donc, parmi les invités à ce colloque, un couple qui a beaucoup fait parler de lui ici au Congo parce qu'il a naturellement porté la littérature congolaise très haut. Je parlerai donc d'Arlette et Roger Chemin. Bonjour Arlette. Bonjour. Voilà. Et bonjour Roger. Sauf Gérard. Voilà. Arlette et Roger Chemin, un couple qui a beaucoup fait parler de lui. Arlette Chemin, professeur émérite de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et Roger Chemin, professeur émérite honoraire également de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Sur ce plateau pour parler de la littérature congolaise, une littérature à laquelle vous avez beaucoup contribué pour sa mise en lumière. Également de Chikaya Utamsi, un écrivain que vous avez rencontré, que vous avez connu, Arlette Chemin. Oui, évoquons en quelques mots seulement, faisant l'historique de la situation, et tout en remerciant vraiment chaleureusement le professeur André Bokiba, son Excellence Jean-Baptiste Tati-Loutard, tant d'autres amis congolais qui nous ont permis de revenir vers vous. Évoquons pour eux, avec eux, un article dans la revue Recherche Pédaculture en 1973, un numéro spécial de la revue qui s'appelait alors Notre librairie sur la littérature congolaise, ajoutant un panorama critique de la littérature congolaise contemporaine, tout ceci entre 1973 et 1979. Évidemment, un échange existait entre les écrivains et ce regard sur leur publication, sur une production féconde, de plus en plus généreuse. Évidemment, des liens très profonds se sont créés. Nous étions enseignants à l'université Marien Ngouabi et une fois notre départ du Congo, cet arrachement, n'est-ce pas, effectué, c'était dans les années 85-86, nous avons continué à accueillir des étudiants qui ont préparé leur doctorat et obtenu le doctorat avec nous. Nous avons fait un certain nombre de détours de par le monde, l'Égypte, la Corée du Sud, le Liban, le Canada, la Norvège, pour transporter cette pensée qui avait ses sources ici. Donc notre retour ici est un retour aux sources, nous sommes comblés, notre joie est immense. Et merci beaucoup, Blaise. Okay. Arlette, vous m'avez naturellement précédé dans ce que j'allais présenter comme article qui a été publié en 1973 dans la revue littérature, un article sur la littérature congolaise, je veux dire, et également dans un numéro spécial que vous avez fait sur la littérature congolaise. C'était en 1979, une revue qui a connu beaucoup de succès. Cette revue était en 1977, date à laquelle le pays hôte connaissait des crises difficiles, des moments difficiles, et je crois bien que ce plein feu sur la création littéraire a redonné du tonus à certains. J'en vois trop, je crois que Roger veut intervenir. Oui, Roger veut bien dire quelque chose à propos. Il faut dire que quand nous sommes venus au Congo, et je rappelle que nous sommes venus un peu à l'appel de Jean-Baptiste Tati-Loutard, que j'avais connu lors de conférences qui se réunissaient rituellement 2 fois par an pour préparer une réforme de l'enseignement du français dans les lycées et collèges africains, réforme qui n'a pratiquement pas vu le jour, mais enfin, et nous étions connus, nous avions sympathisé, et il nous avait encouragé à demander un poste à l'université Marien Ngouabi. Ce qui ne s'appelait pas encore comme ça, bien sûr, à l'époque. Et ce qui nous a très vite frappé, c'est que dans ce pays, qui ne comptait pas parmi les plus peuplés d'Afrique,
il y avait une densité d'écrivains, je dirais presque une densité d'écrivains au kilomètre carré tout à fait étonnante. Et ça nous a amené, d'une part, à réfléchir sur ce phénomène, et d'autre part, à nous dire qu'il serait peut-être bon d'essayer de le faire connaître. D'où, oui, comme il a été dit, ce premier article, d'où cette revue dont nous avons assuré la rédaction et aussi l'iconographie, parce que c'était une iconographie très riche. Nous y avons été aidés, mais il y a eu un choix de photos, de gravures anciennes à faire. Et, petit détail amusant, elle avait un format très allongé, de sorte que Théophile Obengal avait surnommé le carnet de chèques. C'était à peu près ce format-là après. Et puis ensuite a suivi un livre qui développait un peu plus cette idée. Alors, quelques petits compléments d'information. D'abord, nous avions avancé l'idée que, à côté ou au sein d'une littérature qu'on avait étudiée dans son ensemble comme littérature africaine, se dessinaient peut-être des foyers. Que la littérature que l'on écrivait au Cameroun avait peut-être des traits communs qui la différenciaient de celle qu'on écrivait au Sénégal, et que celle qu'on écrivait au Congo avait aussi ses propres spécificités. Nous avions avancé prudemment l'idée d'une littérature nationale. C'était avec des points d'interrogation. C'était une prudence que n'ont pas eu peut-être tous les certains africanistes, comme on dit, à l'affût de toute idée nouvelle, qui ont ramassé celle-ci et qui l'ont mise à toutes les sauces. On a vu éclore des littératures nationales partout. Chacun voulait sa littérature nationale, même un pays, je n'en citerai aucun, mais imaginons un pays où il y a plus de sable et de chameaux que d'habitants, et parmi ces habitants encore moins de lettrés que d'illettrés, eh bien ce pays-là voulait son numéro spécial et accablait les malheureux rédacteurs de cette revue à Paris pour avoir sa littérature nationale. Et si on leur répondait qu'il n'y avait qu'un ou deux écrivains, ils disaient « mais il y a une littérature virtuelle, alors étudiez là ». Bon, ça c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que vous savez que toute nouvelle étiquette que l'on met en littérature, et les littéraires, les professeurs de littérature aiment les étiquettes, les adorent, peut-être trop, et déchaînent très souvent une bataille de cuistres. Et ça n'a pas manqué, et il y a eu des imitateurs en grand nombre, il y a eu aussi des contestataires, pour un motif respectable, je n'en doute pas, et parce que la question s'est posée très vite, il y a fait quelques bruits pendant quelques années, de savoir si l'on pouvait parler de littérature nationale alors qu'elle s'écrivait dans une langue dite exogène. Et peut-être, encore deux mots, peut-être dans les débats qui ont eu lieu là, et par rapport auxquels nous sommes toujours tenus en retrait autant que possible, parce que nous soupçonnions que, naïvement, nous avions peut-être mis les pieds dans une zone où il y avait des enjeux qui, à voir la véhémence des propos, n'est-ce pas, des enjeux qui peut-être nous dépassaient. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ok, merci. Et c'est justement ce que je voulais mentionner, que cette revue spéciale, ce numéro spécial que vous avez fait pour le Congo, a suscité c'est vraiment cet engouement, n'est-ce pas, pour beaucoup de pays, d'avoir une littérature, enfin un numéro spécial pour une littérature nationale. Vous avez cru à cette littérature nationale Oui. Mais je maintiens que nous retrouvons en ce moment ici ce tact, cette élégance des gestes et du langage, cette finesse, cette sensibilité qui caractérise l'art congolais, l'écriture au Congo. Et forcément, nous avons été conquis par cette richesse humaine et littéraire. Cette richesse se retrouve dans les tableaux que nous admirons encore ces jours-ci autour de nous à l'hôtel, et oui, les tableaux de Iloki, de Malonga, de l'école de Poto-Poto, que Jean-Baptiste Attiloutar, écrivain, lui aussi a su mettre en valeur et nous faire apprécier. Et puis, est-ce nous qui l'avons suscité? Est-ce lui qui nous a stimulé, asticoté entre guillemets?
votre Gérald Tchikaya Utamsi, pour lequel s'est déroulé le colloque que vous avez mentionné. Oui, nous fûmes à l'UNESCO dans son bureau et il nous fit un tableau décourageant de ce voyage que nous entreprenions auprès des siens. Cela a été rappelé hier au soir au cours d'une soirée de remémorisation au Centre culturel français. Gérald Tchikaya commençait par déconcerter, tenser ceux qu'il aimait le plus. Ensuite, il tombait le masque, il effectuait un retour total et se montrait charmant. Donc, Tchikaya Utamsi, que le professeur André Patient Bokiba a si bien su mettre en valeur, a si bien su montrer au monde lui aussi, ce Tchikaya Utamsi, étant à Paris, à l'UNESCO, nous sachant chez lui, dans son cher pays, où il était enraciné profondément, était très attentif à ce que nous faisions, nous encourageait dans cette découverte de la fratrie congolaise, qui n'était pas encore la fratrie congolaise, mais dans cette littérature en gestation. Après les premiers Malonga de 54, après la revue Liaison, vous voyez. Et Gérald Tchikaya entretenait avec nous, bien sûr, une correspondance, mais aussi des appels téléphoniques, des échanges intenses. Il est venu quelquefois, rarement, mais toujours de manière très stimulante, enrichissante pour les étudiants, pour le public congolais. Et nous nous souvenons de sa conférence, par exemple, de 1981 au Centre culturel français, où il a prononcé des phrases définitives. Nous sommes des êtres de la culture, de la rencontre, évitons de la vivre en étant exclusif de l'une ou de l'autre culture. Enfin, il avait ces phrases qui font date dans la pensée qui entoure la littérature congolaise. Ce Gérald Tchikaya, donc, pour lequel moi je suis revenue au Congo en 92 à l'occasion d'une semaine culturelle au Centre culturel français de Pointe-Noire, pour lequel nous sommes déjà venus une fois à l'université Marienne Gouabi pour une première commémoration, plutôt un signe de deuil, une forme de deuil. Et aujourd'hui, nous voilà là pour ce Gérald Tchikaya, en compagnie de cette ligne, en compagnie de Patrice et de tant de littéraires. C'est pour nous une grande émotion, une grande joie. Voilà. Et puisque nous parlons donc de Gérald Tchikaya, il faut signaler qu'il nous a laissé, entre autres, Le Mauvais Sang, suivi donc Le Fait de Brousse à Triche-Cœur. Voilà, ça, c'est une compilation. Nous avons également l'arc musical précédé donc d'Épitomée. Et de ce côté, nous avons autre chose, c'est Le Ventre, le Pain ou la Cendre de Tchikaya Utamsi, dont on venait d'évoquer la mémoire au cours de ce grand colloque. Mais également, je voulais mentionner qu'en 1979, vous avez donc écrit, Roger et Arlette Chemin, le panorama critique littéraire. C'était en 1979. Aujourd'hui, ce panorama a certainement grandi. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est plus contemporain. Il n'est plus contemporain, il s'est écoulé une trentaine d'années, et même depuis, et sans doute, peut-être est-ce là votre arrière-pensée, mériterait-il une mise à jour. Est-ce qu'il nous appartient de le faire, ou est-ce qu'il appartient à ceux qui viennent derrière de le faire? Je serais peut-être un peu enclin à me prononcer pour la deuxième partie de l'alternative, puisque nous ne voulons pas paraître comme certains universitaires qui se croient propriétaires de leur sujet, de leur auteur, etc. Non. Donc, peut-être peut-on espérer qu'on comblera cette lacune chronologique, n'est-ce pas, entre le contemporain fin des années 70, début des années 80, et le contemporain, si j'ose dire. Et cela ne dispensera pas d'y réfléchir. Peut-être que ce que j'avance là, des paroles qui seront démenties
dans l'avenir, je ne sais pas. Mais je dois avouer, et j'espère que les auditeurs et les amis me le pardonneront, je dois avouer qu'il nous faudrait pour cela, hélas, combler quelques lacunes, parce que nous avons, bien sûr, toujours entretenu des liens avec le Congo. Arlette, qui, dans le couple, c'est elle qui dirige les thèses beaucoup plus que moi. Et moi, je fais un peu d'administration, je me suis diversifié, tout simplement parce que aussi, deux spécialistes de la même matière dans une seule université, ça crée des problèmes, et j'ai donc été amené à me diversifier et à aller explorer un peu les sujets qui ont été énumérés tout à l'heure, littérature concentrationnaire, histoire du cinéma. Et donc nous n'avons jamais rompu le lien avec le Congo, et nous avons reçu à la maison bien des artistes, des écrivains, nous avons réceptionné, suivi les travaux de beaucoup d'étudiants, mais si les textes publiés, le Masque du Chacal par Tati ou par Lopez, ou par le nouveau venu, n'est-ce pas, étincelant, Mabankou, n'est-ce pas, nous sont parvenus. D'autres textes moins diffusés nous ont certainement échappé. Donc il faudrait, je crois, peut-être, oui, non seulement actualiser, mais avant, reconstituer un corpus, l'étudier, et peut-être Arlette en sait-elle un peu plus que moi de ce côté-là, d'ailleurs. Oui, Arlette, 30 ans après, il y a un certain regard, c'est tellement critique, vous aimeriez bien porter également cette littérature. Mais ce séjour dense, riche, est bien là pour susciter des créations, effectivement, de notre part, susciter un nouveau regard. Oui. Un écrivain comme Henri Lopez, qui a toujours soutenu la confrérie, il a soutenu Laboutancy, ses pairs, vient d'écrire une lettre d'accueil placée dans ce Libres Horizons dont il sera question, pas tout de suite bien sûr, oui. Et ma foi, il nous lance un appel lui aussi, et rappelle qu'il serait temps de refaire le point. Nous nous sommes trouvés à Brazzaville à un moment exceptionnel. Nous l'évoquions avec des amis comme Kaya Makele, un moment où émergeait l'œuvre de Laboutancy, que nous découvrions au retour d'une rivière, vous voyez, d'un moment de loisir, un manuscrit de Laboutancy. Et c'était un choc, évidemment. Chikaya, de son côté, entre la série Le Mauvais Sang de 55, mais republiée, entre la série des années 70, était là pour cette fermentation intellectuelle. Ngoï Gala écrivait ses paraboles, et nous nous sommes trouvés là à un moment opportun, à une coïncidence, n'est-ce pas? Un concours de circonstances a fait que l'université aussi, merci, nous avait logés sur le campus même de Bayardel, ce qui fait que les échanges étaient faciles entre les étudiants et leurs professeurs, entre les écrivains et nous, tout Kourouma, tout Seydou Badian, tout Sambène et Ousmane de passage, faisaient halte forcément en ce jardin. Sous notre flamboyant. Voyez, donc c'est tout cela qu'il faut faire revivre, c'est certain, oui. Et puis l'écriture de la diaspora, la présence ici de Mongo Boussa confirme son importance, et il serait aussi utile d'étudier cette dialectique entre les écrivains du terroir restés enracinés, et puis ces écrivains de la diaspora, mot qui englobe tant de réalités actuellement. Il existe forcément des échanges, une dialectique, des effets de miroir, comme il a été dit pendant ce très riche colloque. Mais nos amis, nos collègues sont là, avec lesquels nous poursuivrons les échanges. Oui, et voilà une question qui monte déjà. Arlette et Roger,
qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui vous a servi de déclic un peu pour que tout de suite vous tombez amoureux ou amoureuse de cette littérature et que vous la portez si haut? Écoutez, c'est quand même un processus qui n'est pas... Ça n'est pas exactement un coup de foudre, c'est un processus qui s'est quand même développé dans le temps. Bon, alors, il y a d'abord une première expérience de l'Afrique au Togo, où nous sommes d'abord dans le secondaire, ensuite un petit peu dans l'université, et où nous sommes attirés par la littérature africaine parce que nous aimons bien voir ce qu'il y a autour de nous, et puis aussi parce que nous constatons les carences d'un enseignement secondaire calqué sur l'enseignement français. Pour prendre un exemple volontairement provocateur, je dirais que parler de l'amour courtois, de la préciosité à des fils de polygames n'était pas quelque chose d'absolument évident, parce que c'était des notions qui, et ça se comprend, leur étaient pour le moins lointaines. Donc un premier intérêt pour la littérature africaine. Je vous ai raconté comment nous sommes arrivés au Congo, et là, puisque cet intérêt était branché, puisque quand quelque chose vous intéresse et que vous êtes un universitaire ayant quelque ambition, vous voulez poser un sujet de thèse, de troisième cycle d'abord, d'État ensuite, ce sont naturellement des sujets pris dans cette littérature neuve, se faisant sous nos yeux, qui ont été choisis, plutôt que d'essayer de retrouver quelque chose de neuf chez un auteur canonique enseveli sous plusieurs tonnes de glose. Donc nous avons eu cet intérêt, et arrivant au Congo, comme je vous le disais, alors là nous avons été saisis par cette densité d'écrivains. Et comme l'intérêt que nous avions déjà pour la littérature africaine nous avait montré qu'on était plus volontiers lyrique ici, qu'on était plus volontiers satirique et ailleurs, comme au Cameroun par exemple, nous avons vu, voilà, il y a une pléiade, proportionnellement au nombre d'habitants, il y a une pléiade d'écrivains absolument étonnante, d'abord numériquement, et ensuite, pour beaucoup, qualitativement. Et à quoi cela tient-il? Bon, alors une des raisons, c'était bien sûr le taux de scolarisation beaucoup plus élevé dès cette époque, même avant, au Congo que dans d'autres pays. Et c'est nouveau. Voilà un fait qui est... Alors, terminons la thèse de troisième cycle, attendons un peu, ou laissons un peu dormir la thèse d'État, et lançons, parce que je précise que dans le cursus universitaire et dans la conquête des diverses peaux d'âne, qui vous autorise à pontifier du haut d'une chaire dans une faculté, ces ouvrages sur la littérature du Congo n'ont pas été, enfin, inutiles, il faut publier, mais disons que ça n'était pas sanctifié par un diplôme ou quelque chose d'immédiatement utilisable. Mais donc nous avons pris le temps de creuser un peu cette question, de publier cet article, puis cette revue, puis ce panorama, parce que nous ne pouvions pas quand même rester indifférents à ce qui se passait sous nos yeux. Du moment que nous avions les yeux assez ouverts pour le discerner, ce qui n'était hélas peut-être pas le cas de tous les coopérants qui passaient ici, n'est-ce pas? Eh bien, il fallait faire quelque chose. Voilà. Et Arlette également voulait parler un peu de ce qui lui a servi comme déclic. Oui. Tout en signalant, Arlette, que vous focalisez beaucoup sur l'image de la femme dans vos recherches. Oui. Mais là encore, il faut rappeler une conjoncture, un concours de circonstances heureux. D'abord, prêtez attention au public congolais. Et le Congo a une réceptivité au phénomène littéraire, au beau langage, à l'écriture, à l'émotion transcrite par écrit. Ce n'est pas si répandu. Autour de cette fratrie des écrivains que Sylvain Mbemba nommait ainsi, se trouve un public vibrant, réceptif, et qui demeure à voir tous ceux qui se sont précipités au colloque organisé par André Patient-Bokiba. La salle était comble, mais aussi en état d'effervescence, c'est très
très au fait de ce qui se disait, très réceptive. Donc, un intérêt aussi stimulé par la réceptivité d'un public. Et bien sûr, stimulé aussi par les soutiens. Jean-Baptiste a été cité souvent, mais Henri Lopez soutenait, suivait, contribuait également à cet essor littéraire. Donc, il s'agit d'un ensemble. Tout ceci forme un tout sur lequel, merci, vous avez raison, insister. Il faudrait réfléchir davantage et il faut faire le point sur une nouvelle situation. Mais je crois que cette montée vers une acmé de la littérature congolaise tient aux circonstances, aux ces rencontres entre des personnalités, même politiques, extérieures ou congolaises, des gens, oui, comme nous, qui ont été très, très sensibles à la créativité autour de nous. Et c'est tout un ensemble qu'il faut faire revivre, qui vit encore, qui anime cette ville de Brazzaville. J'ai été frappée, merci Anatole Banga de nous avoir réinitiés à Brazzaville. J'ai été vraiment à nouveau conquise par cette ville splendide, une ville splendide, qui me paraît encore plus ouverte, qui a gagné, plus aérée, qui a gagné en espace, semble-t-il, au bord de son fleuve, légèrement surélevé par rapport à ce fleuve, une végétation somptueuse autour. C'est une ville splendide, une ville historique, avec les années 42, 44 et suivantes. Donc, je crois que ce décor aussi, ce flamboyant, oui, dont les cosses crissaient tous les débuts d'été, le fromager que nous avions dans un jardin avec ses racines comme celle du banyan, et nous avons des photos de Chikaya, de Sony, entre les racines de cet arbre vétuste. Tout ça était un ensemble de symboles. Notre petit bonhomme qui courait pieds nus avec les enfants de Monsieur Ndete, ceux de bien d'autres, vous voyez. Et c'était tout un ensemble qui faisait que la vie était de tous les instants, une vie intense, une communication très grande aussi entre ceux qui écrivaient, un vaste public qui lisait, et dans ce vaste public, quelques personnes, vous en avez deux auprès de vous, qui, elles, voulaient un regard aigu et voulaient porter cette vibration et ce moment exceptionnel au-delà du pays. Vous voyez, je crois que tout ça s'est fait naturellement, spontanément. Que de veiller sous nos arbres, effectivement. Nous sortions la télévision. Et à l'époque... Première cassette VHS. Donc, diffusion des apostrophes. Voilà, que des amis... Qu'un Gérald nous envoyait. Et les amis les regardaient dans l'obscurité le soir. Et les femmes, bien sûr. L'URFC de l'époque, Amélia Néné, qui avait aussi une licence d'histoire. Nous étions vraiment en communication très intense. Elle venait à la maison, cherchait sa documentation, nous répondions, nous travaillions. Et croyez bien que nous partions en vacances avec des valises pleines de manuscrits, de demandes, et que nous revenions avec beaucoup d'informations. C'est intéressant, vous êtes resté romantique, poétique et nostalgique. Nostalgique, ah oui, je l'avoue, reconnaissant. Je me faisais un peu la réflexion, puisqu'on nous interroge parfois sur la façon dont nous travaillons en couple, c'est là notre originalité. Alors, moi, je me faisais une petite réflexion satirique. Vous avez remarqué que ça m'arrive. Et je me disais que nous fonctionnions un peu comme dans les romans policiers. J'aime beaucoup les romans policiers. Dans le couple de flics, il y a un gentil et un méchant, vous voyez. Alors, Arlette, c'est le gentil. Et moi, j'ai parfois le ton plus sarcastique. Non, mais les femmes, effectivement, alors là aussi, j'ai été très, très sensible à ce phénomène. J'avoue que des femmes sont venues à moi, je ne les nommerai pas. Mais nous avons ensemble vécu ces années de la libération de la femme, la promotion 1975, baptisée Année de la femme. À cette image de la femme. Oui, j'ai continué et j'ai dirigé des thèses sur
La femme en son miroir, aussi bien chez Beauvoir que chez Nawal El Saadawi en Égypte ou chez Awa Keïta du Mali. Voyez. Mais il est certain que nous avions, dans la semi-obscurité d'un jardin tranquille où fermentaient les idées, des échanges. Beaucoup ont écrit des poèmes. Et je dois dire que l'une d'entre elles, brillante, a vu ses poèmes publiés parce qu'elle m'avait laissé des poèmes qui, heureusement, étaient dans mes archives au moment où les archives de sa famille ont été détruites. Au moment du drame, j'avais les poèmes, donc ils ont pu être publiés. Okay. Merci. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Roger, oui. Je voudrais, puisque on s'est interrogé je reviens à Chicaya, sur Chicaya vivant, par-delà la mort, je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte pour donner lecture très brève d'un portrait de Chicaya vivant, puisqu'il a été écrit dans les années 80 et que j'ai lu au mépris de toute programmatique, d'ailleurs, à la fin de ma communication, mais je le recite maintenant. Je dis bien, c'est un Chicaya vivant. Hein. Le portrait date des années 80. Si vous avez des photos pour le voir, ce serait encore mieux, mais je sais pas. Une tête tout en méplat et un relief tourmenté de vieux phacochères mâles des savanes, capables de terribles coups de boutoir. L'oreille, petite, faunesque, évoque celle de Mallarmé dans le portrait qu'en fit Gauguin. Saisissante est, sous la broussaille des sourcils, l'acuité du regard dardé par deux yeux à la mante délicate. Moustache, courte barbe, semée de quelques poils blancs, encadrent une bouche mobile, gourmande et tendre, d'où jaillit la parole, toujours dense, chaleureuse, amicale, teintée d'un humour qui sait parfois se faire féroce, ai-je bien le rire qui tue. Bien que le corps, nerveux et sec, ne soit pas d'un athlète, l'impression est de force. Tel apparaît Chicaya Utamsi. Qui le voit pour la première fois, s'il a beaucoup lu ses poèmes, se souviendra peut-être d'une ancienne claudication, aujourd'hui guérie par la chirurgie, car ce diable fut boiteux. Asmodée discret, il ne souleva jamais que le toit de ses demeures intimes, offrant à nos regards leur intérieur bouleversé par bien des tempêtes, leurs murailles lézardées par bien des ébranlements, des séismes et de sournois travaux de sape, car ce cœur incurablement ouvert à l'amitié, qui ne sut ni ruser ni mentir, souffrit de plus d'une trahison. Murailles dont les pierres se seraient disjointes et écroulées à de moindres chocs, si ne les jointoyait le ciment de l'orgueil et du courage. Est-ce que j'ai droit à un paragraphe encore ? Nous sommes tenaillés par les temps. Alors, je ferai grâce du dernier paragraphe, qui était moins ému peut-être. Okay. Merci pour tout ça. Nous voudrions remercier par votre intermédiaire André Patient-Bokiba, qui a contribué à ce Libres Horizons, approche comparatiste d'aide francophone imaginaire, ainsi que Jean-Baptiste Atilouta, Henri Lopez, Abel Kououama et Raphaël Safou, qui a le sens de la communication, de la création, et dont les œuvres commencent à être connues. Donc, merci beaucoup. Préciser que ce genre d'ouvrage, c'est ce que l'on offre aux professeurs quand ils partent à la retraite. Ça s'appelle des mélanges. Bon, voilà. On en parlera prochainement avec Safou Raphaël et André Patient-Bokiba sur le même plateau de Cultura. En tout cas, Arlette Chemin et Roger Chemin, un couple très bien connu, et merci d'avoir répondu à mon invitation, quoique de façon brusque, mais vraiment. Merci, Sauve Gérard. Merci beaucoup. Okay, merci. Ainsi donc prend fin notre entretien, chers amis littéraires, chers amis culturels. À très bientôt.